Bonjour à tout le monde, bienvenue dans ce webinaire dédié à l'égalité professionnelle. On est ravis de vous avoir aussi nombreux inscrits pour ce webinaire. Je m'appelle Léna Cariclé, je suis spécialiste dans les questions d'égalité professionnelle et dans l'analyse sociale et je suis aujourd'hui accompagnée de Véronique. Véronique, je te laisse te présenter. Bonjour, je suis Véronique Grébeau, je suis consultante à Syndex et spécialisée également dans l'analyse sociale et en particulier l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. On va commencer par établir un petit peu le cadre légal, hein. Quand on parle d'égalité professionnelle, dans quel cadre est-ce que on se situe? Quels sont voilà, les grands jalons juridiques à connaître, hein, pour se lancer sur cette question de l'égalité professionnelle? Ensuite, on ira regarder concrètement les leviers en termes d'égalité professionnelle dont vous pouvez vous saisir pour aller porter cette question dans votre entreprise. Et enfin, on pourra prendre quelques questions en fin de présentation, hein, pour bah, voilà, répondre aux interrogations qui vous resteraient. Alors, comme je le disais tout à l'heure, pourquoi en 2023 est-ce qu'on parle encore d'égalité professionnelle? Bah, parce qu'on est encore face à des inégalités qui sont persistantes. On ne va pas les lister ici parce que si vous êtes inscrit à ce webinaire, c'est qu'a priori, vous en avez conscience. Mais ce qui est important de signaler, c'est que bah, finalement, cette construction euh, en termes d'égalité professionnelle est continue et a commencé de longue date. On a représenté ça sous forme de frise chronologique. 1972, c'est la première fois que le principe de l'égalité de rémunération entre femmes et hommes est inscrit dans le Code du travail. Donc, ça remonte à un petit peu plus de 50 ans. 1983, le principe de non-discrimination au regard du sexe, plus l'établissement du rapport annuel de situation comparée entre les femmes et les hommes apparaît. En 2001, il y a l'obligation de négocier sur l'égalité professionnelle. 2006, à ce moment-là, devient obligatoire de négocier des mesures de suppression des écarts de rémunération dans les négociations sur les rémunérations. Et enfin, en 2024, on va voir ce qui se passe, mais avant d'arriver à la situation actuelle, on avait une petite question à vous poser. Hop, à votre avis, juste pour voir un petit peu dans quelle mesure est-ce que vous maîtrisez cette notion ou pas. Donc, vous avez une réponse à cliquer. Selon vous, à quelle entreprise s'applique l'obligation de négocier? Est-ce qu'on parle de toutes les entreprises? Est-ce qu'on parle des entreprises de plus de 50 salariés? Ou est-ce qu'on parle des entreprises de plus de 300 salariés? Alors, c'est pas une question facile, hein. On met des pièges dès le début, parce que bah, c'est important que vous connaissiez effectivement ce cadre légal. On va attendre un petit peu que une partie des participants répondent pour avoir une réponse la plus représentative des avis qui se sont exprimés. Ok, allez, on met fin au sondage. Je vais vous partager les résultats. Donc, c'est assez intéressant. Ce qu'on peut voir, c'est que on a bien une majorité des répondants qui pensent que l'obligation de négocier s'applique à toutes les entreprises. Et ben, c'est plutôt mieux que ce à quoi on s'attendait, puisque souvent, certaines personnes pensent que c'est réservé aux entreprises de plus de 300 salariés. En réalité, la négociation, elle est obligatoire à partir de 50 salariés. Donc, vous voyez bien que le spectre est très large. Pour les plus petites entreprises, on est effectivement sur des particularités qu'on n'abordera pas aujourd'hui. Là, on va vraiment se concentrer sur les entreprises-là. Donc, pour les 13% qui ont répondu plus de 300 salariés, eh ben, détrompez-vous, hein, on a bien une obligation de négocier qui commence à 50 salariés. Hop, on va pouvoir continuer cette présentation. Donc, on en était effectivement, hein, sur cette construction législative un petit peu continue. Et pourtant, en 2024, qu'est-ce qu'on constate, hein? On constate que on a toujours des différences de rémunération entre femmes et hommes. Donc, 24% de moins pour les femmes que les hommes en 2024. Alors, si on recentre sur un temps de travail équivalent, à ce moment-là, on est sur un écart qui n'est plus que, entre guillemets, de 15%. Mais vous voyez bien ici qu'on est sur une réduction extrêmement lente des écarts de rémunération et que si on s'amuse à faire une petite projection sur le rythme de réduction de ces écarts de rémunération,
on arriverait à une égalité salariale à horizon 120 ans, ce qui, de notre point de vue, n'est pas tout à fait satisfaisant. Et donc, on va voir comment vous, dans les entreprises, vous pouvez vous emparer de cette question de l'égalité professionnelle pour essayer d'accélérer un petit peu ce temps-là. Alors, ce qui peut paraître un peu paradoxal finalement, c'est que sur toute ces 2 ou 3 dernières décennies, il y a eu quand même des progressions très notables dans l'arsenal législatif sur lequel, enfin, qui peuvent être potentiellement donc un point d'appui important pour faire progresser l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise. Et on le verra aussi pour vous en tant que négociateur, négociatrice ou élu de CSE pour essayer de secouer le cocotier quand vous considérez que les choses ne sont pas satisfaisante, en fait, de ce point de vue-là, dans votre entreprise. Alors, en premier lieu, du point de vue constitutionnel, la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme. Donc là, je ferai assez peu de commentaires, hein, c'est quand même très clair. L'égalité des sexes est un principe constitutionnel, hein, donc c'est déjà un premier levier, je dirais, pour faire appliquer cette égalité. Quand on rentre plus spécifiquement dans le milieu professionnel, donc pour toutes les entreprises, les entreprises ont interdiction de pratiquer ce qui peut être considéré comme une discrimination en matière d'embauche, de quelque nature qu'elle soit, mais ça s'applique en particulier sur des discriminations éventuelles entre les femmes et les hommes. L'entreprise ne peut faire de différenciation en matière de rémunération et de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. L'employeur doit assurer une égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Les négociations annuelles doivent permettre de suivre les mesures visant à supprimer les écarts éventuels de rémunération entre femmes et hommes. Et donc, tous les processus managériaux de formation, d'évolution dans les classifications, de promotion doivent être faits de telle sorte que le fait d'être une femme ou un homme ne rentre pas en ligne de compte dans les décisions. Alors, c'est peut-être évident pour beaucoup d'entre vous. On le souligne parce qu'en fait, c'est des principes qu'on peut retrouver dans les accords dans telle et telle entreprise. Et rien n'empêche de rappeler en fait ces obligations dans l'accord, mais il faut bien avoir conscience du fait que là, ce sont simplement des rappels à la loi et non pas des engagements propres à l'entreprise elle-même. Enfin, en matière de sexisme, la loi est également de plus en plus prégnante, et avec notamment l'obligation de l'employeur de prévenir, mettre un terme et sanctionner. Donc les termes sont extrêmement explicites, hein, ceux qui sont employés dans le Code du travail, avec une obligation de prévention et pas seulement de traitement, et une tolérance zéro vis-à-vis des agissements à caractère sexuel ou sexiste. Dans les entreprises de plus de 50 salariés, donc on l'a vu il y a un instant, obligation de négocier. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que dans l'hypothèse, et on y reviendra, hein, de non-aboutissement de la négociation, l'employeur doit mettre en place un plan d'action de façon obligatoire. Donc, c'est en première intention la négociation en vue d'un accord. Si la négociation échoue, obligation de mettre en place un accord. L'employeur a une obligation aussi d'informer le CSE à travers, pendant longtemps, le rapport de situation comparée qui s'est déversé depuis l'existence de la base de données économiques et sociales dans cette base de données économiques et sociales.
Et par ailleurs, depuis la création de l'index égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l'employeur doit communiquer les résultats et le mode de calcul de cet index au CSE. Parallèlement, Juste un petit point, pardon, hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser, utiliser le module questions-réponses, hein. Si vous avez voilà, des remarques, des retours à faire sur votre expérience, des petites demandes de précision, n'hésitez pas. Voilà, pardon, je t'ai coupé, Véronique. non, non, mais très bien fait. Parallèlement, le thème de l'égalité professionnelle est un des sujets de la consultation politique sociale du CSE. Donc, selon l'existant dans votre entreprise, bah, cette consultation, elle est annuelle en l'absence d'accord. Elle peut être une fois tous les 2 ans, voire tous les 3 ans, s'il y a un accord qui va dans ce sens-là, mais à défaut, tous les ans, l'employeur consulte le CSE sur la politique sociale et l'emploi, dont l'égalité professionnelle. Et enfin, il y a des obligations qui ont été renforcées en 2022 euh, concernant l'index égalité professionnelle, notamment pour les entreprises dont le score serait inférieur à 75 points ou dont le score serait compris entre 75 et 85 points. En dessous de 75 points, il y a une obligation de mettre en œuvre et de publier des objectifs et des mesures correctives, avec obligation de revenir au-dessus de 75 points dans les 3 ans. Si le score est compris entre 75 et 85 points, il y a une obligation de publier les objectifs de progression sur les indicateurs qui ne sont pas à 100% dans l'index. Voilà, donc vous voyez qu'il y a un arsenal quand même législatif assez complet concernant ce thème-là, qui a été renforcé également pour les entreprises de plus de 1000 salariés sur la représentation la proportion en fait de femmes et d'hommes parmi les cadres dirigeants et les instances dirigeantes des entreprises. Donc ça, c'est une obligation qui va s'appliquer de façon progressive avec une obligation d'avoir un quota de 30% du sexe le moins représenté en 2026 et de 40% en 2029. Hein, mais ça, c'est applicable uniquement enfin, c'est obligatoire en fait uniquement pour les entreprises de plus de 1000 salariés. J'ai évoqué il y a un instant l'index égalité professionnelle qui est obligatoire pour toutes les entreprises de plus de 50 salariés. Il n'est pas encore forcément réalisé par l'ensemble des entreprises, mais de plus en plus. On ne va pas rentrer aujourd'hui dans l'analyse critique de cet outil. On voulait simplement attirer votre attention sur le fait que bah, finalement, il a le mérite d'exister et de pointer finalement l'attention des partenaires sociaux sur l'égalité professionnelle, mais que dans son état actuel, ce n'est pas véritablement un outil de diagnostic. C'est un outil qui est véritablement à la main de l'employeur, hein, qui n'est pas forcément très transparent pour les représentants du personnel et les partenaires sociaux, qui permet en moyenne, et là on ne va pas rentrer dans le détail sur les biais des modalités de calcul, mais les scores moyens arrivent au niveau national à 88 sur 100. Donc finalement, ça signifie quand on est moyen en termes d'égalité entre les femmes et les hommes, on a un score de 88, ce qui sous-entend quand même ce score que l'entreprise est excellente en la matière. Donc il ne faut pas confondre le score qui peut apparaître pardon, comme bon ou très bon avec la qualité de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Il est possible que cet index évolue dans les années à venir, en particulier pour prendre en compte une directive européenne sur la transparence des rémunérations qui impliquerait en fait une évolution de cet outil. Mais pour l'instant, c'est plus une phase de discussion. On continue à utiliser l'index tel qu'il existe aujourd'hui et tel que vous le connaissez peut-être.
Alors finalement, on peut se poser la question enfin, ça reste une interrogation, presque un peu un mystère de savoir pourquoi les écarts sont toujours aussi importants en termes de rémunération moyenne entre les femmes et les hommes, en dépit de cet arsenal juridique quand même assez complet. Ce qu'on peut voir à travers nos interventions auprès de nos clients, c'est que la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, elle est parfois subie, c'est-à-dire menée par obligation, un peu en dernière minute, avec peu de moyens peu de latitude, je dirais, pour négocier. Voilà, l'employeur la lance parce que c'est obligatoire, mais sans véritablement en faire une affaire de négociation en tant que telle. Quand les négociations échouent, les accords unilatéraux sont souvent peu engageants et sont assez promptes à rappeler des principes génériques, mais assez peu engageants sous forme d'actions concrètes, mesurables et d'objectifs précis. Il faut bien avoir en tête aussi que les inégalités entre les femmes et les hommes, elles sont historiques, hein, elles sont issues d'un contexte sociétal qui est inégalitaire depuis longtemps, même si les choses ont tendance à évoluer aujourd'hui. Donc, il y a eu une sédimentation, en fait, dans l'entreprise d'inégalités au fil des années qui sont parfois, il faut le reconnaître, assez lentes à résoudre, à dénouer. Les sanctions, même si elles existent potentiellement au niveau juridique, sont rares et je dirais même rarissimes, hein. Donc l'employeur sait qu'il ne risque pas grand-chose à ne pas s'engager fortement dans cette direction. Les états des lieux, les diagnostics qui sont produits sont, en tout cas nous, de ce qu'on peut constater, assez souvent soit biaisés, soit très incomplets et restent sur des indicateurs extrêmement généraux qui permettent mal d'identifier les vraies sources d'inégalité. Et enfin, ce qu'on constate, c'est que les discussions en phase de négociation ont parfois du mal à aller au-delà des écarts quantifiés et d'une approche plus qualitative finalement et même plus concrète des différentes formes que peuvent prendre les inégalités. Et enfin, mais ça, vous êtes très bien placé pour le savoir, hein, vous avez, en tant que représentant ou délégué syndical, en tant qu'élu de CSE, hein, 100, 200, 300 sujets à traiter, parfois des sujets qui sont d'une priorité ou d'une urgence plus importante que celle de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Et du coup, ce sujet-là reste parfois un peu euh, euh, voilà, moins bien traité que d'autres. Alors pour autant, il y a des moyens qui existent pour vous, hein, pour vous aider à faire progresser en fait ce sujet dans votre entreprise. On a commencé à l'évoquer. Le premier et peut-être le plus facile d'accès, c'est l'information ou consultation sur la politique sociale qui embarque le sujet de l'égalité professionnelle. Le deuxième, c'est la négociation obligatoire dont on a parlé pour les entreprises de plus de 50 salariés. Et un point qui nous paraît important aussi, c'est la formation des élus de CSE sur ce sujet, qui finalement, en première approche, peut paraître très simple, mais l'est beaucoup moins que ce qu'il n'y paraît. Et nous, à l'usage, ça nous paraît important que les élus prennent conscience finalement
du fait que l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ça s'apprend aussi, hein, c'est pas forcément naturel et c'est important d'avoir les bons réflexes, de bien connaître ses obligations et de savoir comment agir. On va détailler dès à présent ces différents volets. Alors le premier, je disais, sans doute le plus accessible, l'information sur la politique sociale, l'information consultation, qui permet de comprendre finalement la situation en matière d'égalité professionnelle. Euh, ne serait-ce que au niveau des obligations légales, dans le cadre de cette information consultation, l'employeur doit au CSE des informations, mais qui ne sont pas seulement des indicateurs. Il y a des indicateurs qui sont obligatoires, qui permettent d'apprécier la situation, mais l'employeur doit fournir également une analyse de la situation et sa stratégie d'action pour limiter les écarts si des écarts sont constatés, hein. Donc ça, c'est vraiment une particularité de ce thème que dans le cadre légal, enfin, que les obligations du cadre légal aillent jusqu'à l'analyse et la stratégie d'action. Alors, nous, en tant qu'experts aux côtés des représentants du personnel, à travers les expertises sur la politique sociale, on peut, si vous le souhaitez, traiter ce sujet égalité professionnelle à travers nos expertises d'appui à la consultation politique sociale. Alors, juste avant que tu passes à la slide suivante, Oui, ça permet de poser effectivement une petite question, hein, parce qu'on a eu pas mal de questions sur le module questions-réponses sur cette question-là, de dire comment est-ce qu'on fait pour objectiver un petit peu les choses. Et comme l'a souligné Véronique, hein, dans le cadre de l'information consultation sur la politique sociale, vous avez effectivement la possibilité de faire appel à un expert et de lui demander d'aller fouiller de façon un petit peu plus précise sur ces questions de l'égalité professionnelle. Donc là, la question qu'on pose, mais vous êtes déjà très nombreux à avoir répondu, euh, est-ce que vous avez déjà demandé à votre expert de traiter un axe sur l'égalité professionnelle dans le cadre de l'information consultation sur la politique sociale? Alors, sur les résultats, donc ce que vous voyez, c'est que c'est très moitié-moitié, hein, finalement. Il n'y a que 45% des personnes qui ont répondu qui disent avoir déjà fait appel à un expert pour traiter un axe sur l'égalité professionnelle. Et ça fait une préconisation déjà que vous pouvez mettre en place. En réalité, on est souvent face à des directions qui, en dépit des informations qui vous sont dues, et là-dessus, Véronique va y venir juste à la slide suivante, mais souvent des directions qui se limitent à vous communiquer le résultat de l'index. Et on a eu beaucoup de questions sur finalement comment est-ce qu'on fait pour dépasser ça. Désigner un expert sur la politique sociale avec un axe égalité pro, c'est vous garantir d'avoir à votre main tout un panel d'informations sur un état des lieux, sur les inégalités qui existent entre femmes et hommes, et surtout sur commencer à essayer d'identifier sur les causes qui ont structuré ces inégalités. Donc ça, c'est vraiment un levier qui est très puissant et qu'on vous invite à mobiliser. Je te redonne la parole, Véronique, pour arriver sur un autre levier. oui, et pour rappeler quand même que cette expertise dans le cadre de la consultation politique sociale, elle est prise en charge financièrement à 100% par l'employeur, hein. Donc c'est un outil qui est quand même relativement facile finalement à utiliser. Voilà, donc je disais il y a un instant, hein, l'employeur doit vous communiquer trois natures d'informations à travers la base de données économiques et sociales, toute une batterie d'indicateurs que je ne vais pas détailler ici, mais qui concernent les indicateurs, je dirais, assez classiques, femmes-hommes, d'accès à l'emploi, de durée de travail, de positionnement dans la classification, de recrutement, de départ, etc. Des indicateurs relatifs aux rémunérations et au déroulement de carrière, aux formations, hein. Donc, là-dessus, on vous renvoie sur les décrets d'application de la BDES sur toute une liste et si vous le souhaitez,
On vous enverra le lien d'accès à cette liste d'indicateurs qui est très fournie. Des données relatives à l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale. On sait que c'est un sujet quand même crucial finalement dans l'égalité entre les femmes et les hommes. Et la stratégie d'action et les mesures prises qui doivent aussi figurer parmi les actions obligatoires. Euh, si vous avez déjà pratiqué les informations, consultations du CSE, donc vous savez que l'avis du CSE, au-delà de donner un avis favorable ou pas favorable à l'employeur, c'est surtout un moyen d'exprimer de façon qualitative des objectifs, des souhaits, voire des propositions, hein, et de donner votre opinion sur la façon dont l'employeur a pris en charge finalement ses obligations en matière d'égalité professionnelle. Dans certaines entreprises, notamment celles de plus de 300 salariés, il peut y avoir une commission égalité professionnelle du CSE. Donc la commission peut s'emparer de façon plus spécifique de ce sujet-là. Et à défaut de commission, ben, ce sont les élus du CSE qui le font. La négociation elle-même, donc, dont on rappelle qu'elle est obligatoire tous les ans, elle se fait tous les 2, 3 ou 4 ans uniquement s'il y a un accord qui le prévoit. À défaut d'accord sur la périodicité, c'est tous les ans. Elle doit porter sur un certain nombre de thèmes. Vous voyez à droite une liste de thèmes. Le Code du travail prévoit que la négociation porte sur 3 thèmes, 4 thèmes pour les entreprises de 250 salariés, 3 thèmes pour celles de moins de 250, dont celui de la rémunération effective. Hein, donc, les sujets abordés doivent être parmi ces domaines d'action qui ont été listés par le législateur. La négociation doit prévoir des objectifs et des indicateurs chiffrés. Et on le rappelle, on l'a dit tout à l'heure, à défaut d'aboutissement de la négociation, l'employeur doit mettre en place un plan d'action unilatéral sur ce sujet. Tout à fait. Et alors, il y a eu pas mal de questions hein, sur la négociation, sur est-ce qu'il y a des objectifs qui sont obligatoires, par exemple en termes de recrutement. Donc, il y a pas de ces objectifs légalement obligatoires. Par contre, ils ont toute leur place dans cette négociation. Pour faire un petit état des lieux, un petit nouveau sondage hein, pour savoir au sein des participants quelles proportions ont un accord égalité pro en vigueur. Est-ce que vous en avez un? Est-ce que vous n'en avez pas? Est-ce que vous ne savez pas? C'est une question qui va être importante de se poser puisque bah, si vous n'avez pas d'accord égalité professionnelle, il va falloir se poser la question de pourquoi. Peut-être que la direction n'a pas mis sur la table des éléments qui répondaient à vos revendications et dans ces cas-là, vous avez bien fait de ne pas signer. On y reviendra tout à l'heure. Si vous avez un accord égalité professionnelle, reste à savoir aussi comment est-ce que bah, vous le suivez, comment est-ce que vous l'évaluez, est-ce que vous évaluez son efficacité, est-ce qu'il a vraiment fait des choses. Et si vous ne savez pas, eh ben, il faut vous poser la question de savoir est-ce que vous avez un accord égalité pro et sinon pourquoi? Essayez de poser la question. Peut-être vous venez d'être élu, vous savez pas, mais n'hésitez pas à aller poser la question puisque bien souvent, voilà, ça n'a pas été forcément une priorité dans ces dernières années. Poser la question, c'est déjà aussi se remettre un petit peu face à la direction, d'essayer de savoir un petit peu pourquoi. Alors, on va regarder un petit peu ce que vous en dites. Alors, vous voyez que les 2 tiers pratiquement des participants à ce webinaire ont un accord égalité professionnelle. 28% n'en ont pas et il reste 18% des salariés qui... ah oui, je ne partage pas le résultat. Merci de m'avoir fait remarquer. Voilà. Et donc, on voit qu'il y a 18% des participants à ce webinaire qui ne savent pas. Donc, ceux qui ne savent pas, n'hésitez pas à poser la question. Posez la question à vos collègues au sein du CSE, posez la question à la direction. Et si vous avez déjà un accord, n'oubliez pas de regarder à quelle échéance est-ce que cet accord s'arrête, euh, de façon à pouvoir anticiper pour le renégocier. Et ceux qui n'en ont pas, dans ces cas-là, n'oubliez pas qu'en cas d'absence de signature, la direction doit établir un plan unilatéral sur lequel vous pouvez aussi l'interroger.
le premier réflexe, je dirais, ça serait pour les représentants du personnel qui veulent effectivement faire progresser le sujet dans leur entreprise, de se poser la question de ce qui existe et de ce qui est prévu dans l'année. Ce qu'on peut constater, nous, à travers les expériences diverses qu'on a auprès de nos clients, c'est que cette négociation égalité professionnelle, elle peut être finalement subie et non pas préparée. Et la première recommandation, premier conseil qu'on pourrait vous donner, c'est dès le début de l'année, vous préoccuper en tant qu'élu de CSE, de connaître le calendrier social qui couvre les informations consultations récurrentes, hein, situation économique et financière, orientation stratégique, politique sociale, et les négociations qui sont prévues dans l'année. Et ça, c'est un... Alors, l'employeur rentrera en fait dans cette discussion dès le début de l'année ou non, mais n'hésitez pas à au moins essayer parce que l'employeur n'a pas forcément ce réflexe-là et ça peut être éclairant pour tous les partenaires sociaux finalement dès le début de l'année de se donner des points de repère sur quel sujet on va aborder à quel moment. Et en particulier celui de l'égalité professionnelle, mais plus globalement de se donner de la visibilité sur les grands temps de discussion en cours d'année et l'articulation en fait des calendriers entre les informations consultations et les négociations. Alors sur cette question-là, justement, est-ce que vous avez un calendrier social dans votre entreprise? Est-ce que c'est une pratique qui est répandue selon vous? Est-ce que vous avez un calendrier social mais qui ne parle que des informations consultations, qui dit par exemple au mois de mars, on va parler de la situation économique et financière, au mois de septembre de la politique sociale et au mois de novembre des orientations stratégiques? Est-ce que vous l'avez aussi pour les négociations, où la direction vous donne de la visibilité un petit peu sur les négociations qui vont jalonner l'année à venir, ou est-ce que vous n'en avez pas? Ok, allez, je partage les résultats cette fois-ci, j'oublie pas. Et donc, ce que vous voyez, c'est qu'une majorité de répondants a bien effectivement un calendrier social sur les consultations. C'est déjà très bien, puisque vous voyez qu'il y a quand même près de 40% des répondants qui n'ont pas du tout de calendrier social. Pour cela, n'hésitez pas, lors de votre prochaine réunion de CSE, de poser la question à la direction, de dire, mais en fait, quand est-ce que vous allez nous informer, consulter? Est-ce qu'il y a des négociations qui sont prévues cette année? Demandez-le. Tout ça, c'est vraiment vous donner la possibilité de travailler en amont. Et enfin, pour les personnes qui n'ont qu'un agenda social sur les consultations, n'hésitez pas à demander aussi sur les négociations. Ça vous permettra d'éviter le cas de figure malheureusement trop fréquent d'une direction qui arrive avec un accord, un projet d'accord en disant, bah voilà le projet d'accord, tu signes pas, il n'y aura pas de réunion. Et donc ça, essayez de l'anticiper le plus possible. Alors, ça tombe bien, on est en début d'année, hein, mais ça, c'est voilà, une bonne pratique, je dirais, dont il faut s'emparer et qui peut aider finalement à organiser son travail d'élu ou de négociateur. Dans un deuxième temps, quand vous arrivez au démarrage de cette fameuse négociation égalité professionnelle, prenez le temps également de réfléchir aux enjeux pour vous, alors pour votre organisation syndicale, ou si vous travaillez en intersyndical, pour l'intersyndical, pour le CSE, comment va se passer cette négociation, de quelles informations est-ce que vous aurez besoin pour être de bons négociateurs et qu'est-ce que vous chercheriez à obtenir à travers cette négociation. Hein. Et ça, c'est encore une fois à l'expérience qu'on peut avoir. Ce n'est pas forcément des réflexes qui sont systématiques et se poser ces questions en amont, ça aide déjà à clarifier ce qui va se passer ensuite. Une fois que, par exemple, vous posez la question de quoi j'ai besoin en termes d'information, là, l'articulation avec le CSE est importante parce que le CSE, il dispose d'informations à travers ses consultations, à travers la BDES,
hein. Donc, c'est toute une machinerie finalement qui se met en place si on se pose les bonnes questions au bon moment. Ensuite, la première réunion, c'est généralement le moment où se définissent véritablement les conditions de la négociation, le nombre de réunions, le calendrier. Vous pouvez demander à ce moment-là justement discuter des informations dont vous pourrez disposer et vous assurer que vous aurez les bonnes informations au bon moment. Ça, c'est un travers qu'on constate aussi assez souvent, c'est que les directions envoient soit très peu d'infos, soit les infos au dernier moment, ce qui ne permet pas aux négociateurs de préparer les réunions de négociation. Et finalement, il ne se passe rien entre deux réunions, hein. Donc là encore, l'anticipation, ça peut faire l'objet d'un accord de méthode au démarrage de la négociation. L'anticipation permet d'organiser le travail et donc de mieux vous préparer. Au cours des négociations, euh, assurez-vous, en fait, que finalement les revendications, les objectifs que vous avez identifiés en amont sont pris en compte dans les discussions. Assurez-vous que sur les différentes actions qui sont envisagées, l'employeur prévoit des objectifs précis, mesurables, prévoit des actions concrètes, prévoit des indicateurs de suivi. Hein, bon, ça, c'est encore des préconisations de base pour toutes les négociations, mais elles s'appliquent y compris dans le cadre des négociations sur la l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. On vous suggère aussi de faire appel aux salariés tout au long de la négociation, hein, pour prioriser peut-être les éléments que vous allez négocier, pour bien comprendre quelles sont les attentes des salariés que vous représentez. Et enfin, à la fin de la négociation, bien souvent l'employeur met un accord à la signature. Gardez en tête le fait que vous n'êtes pas obligé de signer. Il y a une obligation de négociation, il n'y a pas une obligation de signature, évidemment, hein. Et c'est d'autant plus vrai sur l'égalité professionnelle que, en cas de non-signature, l'employeur est néanmoins tenu de mettre en œuvre un plan d'action. Donc, cette obligation qu'a l'employeur de faire quelque chose, même si vous ne signez pas, peut d'une certaine façon vous libérer d'une certaine charge de se dire, bah, si je ne signe pas, il n'y aura rien. Non, si vous ne signez pas, c'est que vous considérez que les avancées dans le cadre de la négociation ne sont pas suffisantes au regard des besoins, hein, et donc vous ne vous engagez pas dans un accord. Ça n'empêchera pas l'obligation qu'a la direction de faire un plan d'action, hein. Donc, votre signature, ça doit vraiment être le signe d'un engagement dans un accord que vous considérez comme apportant de véritables avancées sur le sujet. Alors, pour mémoire, hein, ce qu'on considère comme un bon accord, ça a l'air d'être une évidence, hein, mais c'est un accord qui produit des effets, qui se base sur des constats et un diagnostic. Le diagnostic qui met en évidence des causes d'inégalité, hein, et pas seulement des indicateurs. L'accord doit comporter des engagements chiffrés, des objectifs atteignables, doit donner des moyens, enfin énoncer les moyens pour atteindre ces objectifs et prévoir, ça c'est important, c'est souvent, enfin c'est parfois négligé à la fin de l'accord parce que tout le monde, tout le monde est fatigué. Tout ce qui relève du suivi, des modalités de suivi de l'accord, des moyens de la commission de suivi, du temps de délégation pour réaliser ce suivi, des informations qui seront données, etc. C'est important parce que ça fait partie de la progression globale de l'égalité professionnelle dans l'entreprise.
Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas cette expertise qui est relativement nouvelle, le Code du travail prévoit désormais Le Code du travail prévoit désormais une expertise dédiée à la préparation de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. C'est prévu pour les entreprises, pour le coup, de plus de 300 salariés, pas pour les plus petites, hein. Et c'est un financement à 80% par l'employeur, 20% par le CSE, sauf s'il est possible de démontrer qu'il n'y a aucun indicateur égalité professionnelle dans la BDES, auquel cas le financement est à 100% employeur. Voilà. Donc ça, c'est une mission typiquement qu'on vous suggère d'étudier la faisabilité en amont du démarrage de la négociation, puisqu'elle est faite pour préparer cette négociation égalité professionnelle, hein. Et dans le cadre de cette expertise, on peut donc non seulement faire des constats, un diagnostic, mais des préconisations pour les négociateurs. Voilà, et pour terminer, donc on vous rappelle le troisième levier, hein, qu'on avait mis en évidence tout à l'heure sur les points d'appui que vous pouvez avoir, qui est celui de la formation à l'égalité professionnelle. Donc nous, on considère que ça s'apprend, c'est pas naturel. Voilà, on peut vous proposer sur un jour ou sur 2 jours des sessions qui vous permettent d'une part de bien prendre la mesure des obligations de l'employeur sur ce sujet-là, de comprendre ce que vous pouvez faire et ne pas faire de l'index égalité professionnelle de votre entreprise, de lire entre les lignes de cet index, vous aider à repérer les enjeux qu'il y a en matière d'égalité femmes-hommes dans votre entreprise à travers les informations dont vous disposez déjà, et vous aider à prendre du recul finalement par rapport à ce qui existe d'ores et déjà dans votre entreprise en vous donnant des outils, des bonnes pratiques pour analyser les accords existants ou les plans d'action en vigueur. Voilà, donc Alors, terminé pour cette présentation. Léna, je te redonne la oui, parole. oui, tout à fait. Alors, on a eu beaucoup de questions, hein. Merci beaucoup pour toutes vos questions. On a essayé de répondre dans la mesure du possible. On vous propose voilà, de vous donner la parole. Il y a par exemple Evelyne qui nous a posé quelques questions intéressantes, notamment au sujet de l'accord égalité pro. Evelyne, on vous laisse poser votre question. Merci beaucoup pour la présentation qui était très intéressante. Alors nous, on a signé un accord en décembre 2023. Après, c'est nous qui avons mis le sujet sur la table. Cet accord, il introduit des objectifs pour avoir une égalité salariale et surtout aussi un dispositif pour prévenir le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Et donc, comme il a été signé en décembre, on a commencé dès au mois de mars à demander des comptes à la direction sur les engagements qui étaient prévus. Et nous, la difficulté, c'est vraiment établir comment on établit l'égalité salariale. Sur quoi on peut se baser? On n'a pas trouvé de méthode pour vraiment savoir, en comparant un travail égal, quels sont les groupes, est-ce qu'il faut un minimum de salariés, 5, 10 personnes, et comment on peut comparer ça, établir cet écart? C'est Ouais. vraiment ça. Voilà. Merci de ce témoignage. Alors, peut-être pour répondre en quelques points, le premier point, c'est qu'effectivement, comme le disait Evelyne, hein, effectivement, un accord, c'est un compromis. On ne réglera pas la question de l'égalité professionnelle en l'espace d'une négociation, c'est pas possible. Le fait déjà de faire ce process, de demander à la direction de dire mais on en est où en termes de négociation? Quand est-ce que sont ouvertes les négociations? De voilà, d'être déjà force de proposition Mm. pour tenir cette date, c'est hyper bien. Et de se dire voilà, de faire la stratégie des petits pas, de dire qu'on ne va pas tout régler dans un accord, mais déjà de prendre l'habitude d'avoir des objectifs chiffrés dans le cadre de cet accord et de prendre l'habitude de faire le bilan de cet accord. Ça permettra, lors de la prochaine négociation, bah, de rapidement savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et d'être encore un petit peu plus percutant
dans les revendications que vous pourrez avoir. Et enfin, pour poser cette question de, effectivement, établir la valeur du travail dans le cadre de laquelle doit s'établir l'égalité des rémunérations, c'est pas quelque chose de facile. Et c'est vraiment dans ce cas, on vous invite à faire appel à l'expertise à laquelle on faisait référence dans le cadre de cette négociation, puisque en tant que CSE, vous pouvez parfois être un petit peu limité dans les informations auxquelles vous pouvez avoir accès pour des raisons de seuil de confidentialité. Quand on est expert, eh ben, on a effectivement accès à plus d'informations. Et au-delà de ça, même dans les cas dans lesquels on n'arrive pas forcément à établir la vérité statistique absolue, le fait de faire remonter des remontées de terrain à travers des questionnaires ou à travers des entretiens salariés, ça permet d'objectiver des problématiques et de dire, même si la direction dit, ah bah oui, mais à tel niveau, il n'y a pas suffisamment d'hommes ou pas suffisamment de femmes pour faire des comparaisons, qu'en face à ça, vous avez des discours de salariés qui font part d'inégalités. Et en fait, ça fait déjà partie d'un problème qu'il faut traiter. Mais effectivement, très bon réflexe de la part d'Evelyne de dire de mettre en place cette stratégie des petits pas. On a ensuite... Léna, Oui, je pardon. voulais peut-être compléter une chose en soulignant que les écarts de rémunération, en fait, c'est ce qu'il y a de plus visible et de plus criant hein, dans les inégalités entre les femmes et les hommes. Mais c'est important aussi, en tant que négociateur ou élu de CSE, de vous interroger sur finalement, ils sont la résultante de quoi? Parce que bien souvent, encore une fois, les écarts de rémunération, c'est ce qui se voit le plus, mais c'est peut-être la somme de difficultés d'accès à des formations qualifiantes, à des parcours professionnels ralentis de la part de certaines femmes par rapport à leurs collègues masculins, des temps de travail partiels ou coupés qui permettent difficilement en fait de progresser dans l'entreprise. Ça peut être des emplois qui permettent moins facilement d'accéder à des postes à responsabilité. Et donc, au-delà de l'écart, je dirais, brut, ce qui peut être intéressant, c'est véritablement de décortiquer ce qu'il y a derrière pour mieux comprendre les mécanismes. Et c'est sur les mécanismes qu'il s'agit de faire porter les efforts. Peut-être juste une question de Marie-Carven Savès qui nous posait une question sur l'index. Euh, Marie-Carven. oui, oui, on nous a présenté, bonjour à tous, merci pour cette présentation. On nous a présenté donc récemment l'index, donc pas plus tard que la semaine dernière. Donc effectivement, on voit que le score total est correct, hein, 80, mais effectivement, mais sur la part, il y avait un critère qui concerne la rémunération des top 10 dans l'entreprise, il me semble. Bon, là-dessus, c'est zéro, hein. Donc, puis après, derrière les autres index, effectivement, c'est ce qu'on a dit par ailleurs. C'est pas très clair ce qu'il y a derrière ces index. Donc, voilà, c'était juste une remarque. Merci Indiquer Marie-Carven. qu'effectivement, il faut creuser un peu plus derrière ces index. Tout à fait, et c'est pour ça qu'on a sélectionné votre question parce qu'elle est vraiment très intéressante. On constate très souvent hein, des entreprises et des directions qui disent bon bah on a 88 sur 100 circulés, il y a rien à voir, il y a rien à voir, il y a rien à faire, on fait déjà tout comme il faut. Véronique vous l'a dit, hein, la méthodologie même de construction de l'index, elle est extrêmement critiquable. Ça c'est le premier point, et le deuxième point c'est que on ne peut pas se servir de l'index pour construire l'égalité et suivre l'égalité professionnelle dans les entreprises, c'est pas possible. Donc vous avez vraiment le bon réflexe, Marie-Carmen, il ne faut pas se laisser empapaouter par les directions et il faut aller chercher un petit peu ce qu'il y a derrière. Et donc, ce qu'il y a derrière, c'est à travers la consultation politique sociale, poser des questions, aller regarder dans la BDESE, il y a des indicateurs beaucoup plus détaillés que ce qui est prévu dans l'index, aller chercher là-dessus et surtout, dans le cadre des négociations, ne pas hésiter à faire appel à une expertise pour essayer de bien mettre en place les analyses des écarts et surtout qu'est-ce qui a pu les structurer. Et n'hésitez pas, dans un premier temps, à questionner la direction sur la façon dont les résultats de l'index ont été obtenus. Parce que ça, c'est une information que l'employeur vous doit. En plus du résultat, l'employeur doit vous expliquer, en fait, comment
les résultats de l'index ont été obtenus, hein. Donc, s'il ne le fait pas spontanément, n'hésitez pas à poser des questions sur, voilà, c'est quoi les effectifs qui ont été retenus, c'est quoi les rémunérations qui ont été retenues, comment est-ce que vous calculez tel et tel indicateur. Alors, on a vu, Marie-Carmen, que vous leviez la main, mais on essaye dans la mesure du possible de faire circuler la parole. Donc, je vais donner la parole à Élise qui avait une question à propos d'un plan d'action unilatéral. Élise, si vous pouvez poser votre question rapidement, parce qu'on approche de la fin de ce webinaire. Oui, moi j'avais demandé en fait si, quand nous on avait fait une expertise il y a 2, 3 ans, et en gros la direction avait dit, mais non, vous voyez, il n'y a pas d'inégalité, du coup depuis on n'arrive pas à mettre en place, et du coup je me demandais si eux, entre guillemets, arrivent à leur conclusion qu'il n'y a pas d'inégalité, est-ce que ils peuvent finalement justifier qu'il n'y a pas d'accord à cause de ça, quoi. Ouais. Eh ben, c'est C'est une très bonne clair. question parce que c'est aussi quelque chose face auquel on est confronté quand on parle avec les directions, hein, des directions qui nous expliquent que bah, non, chez elles, il n'y a pas d'inégalité. Alors, ce qu'il faut peut-être noter, hein, c'est de dire statistiquement, compte tenu des inégalités dans la société française, la probabilité qu'il n'y ait pas d'inégalité dans une entreprise qui est de fait l'émanation de la société française, la probabilité est quand même extrêmement réduite. Et dans le cas, eh ben, il faut que la direction arrive à le démontrer à travers les indicateurs qui sont prévus dans la BDESE l'analyse qu'elle en fait. Euh, mais sinon, c'est important de le ressouligner. Si jamais la négociation de l'accord échoue, l'entreprise, elle a l'obligation de mettre en place un plan d'action unilatéral. On peut vous aider en tant qu'expert dans une politique sociale à mettre à plat un petit peu les différentes inégalités, vous aider à objectiver un peu ces inégalités et éviter de se retrouver confronté à une situation où vous dites qu'il y a des inégalités, la direction dit qu'il n'y en a pas. Essayez d'objectiver un petit peu les choses, c'est aussi vous donner plus de poids pour démontrer qu'il y a bien des choses à faire dans votre entreprise. Ok. On arrive à la fin de ce webinaire. Merci à tout le monde pour votre participation, les nombreuses questions qui ont été posées. Merci à vous, ça rend toujours les choses beaucoup plus vivantes hein, quand on peut échanger avec vous. Si toutefois il y avait des questions qui restaient en suspens, vous n'avez pas eu le temps de les poser ou vous n'y avez pas pensé au moment où vous les disiez, pas de panique. Rendez-vous sur notre site www.syndex.fr, rubrique Contact. N'hésitez pas, Mathieu vient de mettre le lien dans le chat. N'hésitez pas à poser vos questions, on vous y répondra le plus rapidement possible. Si jamais vous avez des questions sur les modalités d'accompagnement, sur vous savez pas dans quel cadre vous pouvez désigner un expert, comment ça se passe, comment on fait, n'hésitez pas à vous nous contacter. Vous pouvez aussi passer soit par le contact, soit nous contacter directement sur nos adresses mail qu'on va vous repartager. Et enfin, on vous rappelle que ce webinaire a été enregistré, que on va vous l'envoyer. N'hésitez pas à le regarder de nouveau. N'hésitez pas à le diffuser, à en parler avec vos collègues au sein du CSE pour essayer le plus possible de parler de l'égalité pro au niveau du CSE. Enfin, n'hésitez pas à retourner voir notre site internet. On vous rappelle qu'on publie très régulièrement des fiches, des analyses sectorielles, des mémos sur tout un tas de sujets. On est aussi présent sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller les voir. Ici, Véronique affiche les 3 adresses mail des personnes référentes sur le sujet de l'égalité professionnelle à Syndex. N'hésitez pas à nous envoyer un petit mot si jamais vous avez des questions précises sur un ou un autre sujet. On est là pour vous aider. Et il nous reste à vous souhaiter bon appétit puisqu'il est midi, bonne semaine et bonne manifestation ou grève vendredi à l'occasion de la Journée internationale pour les droits des femmes. Très bonne journée à tout le monde. Au revoir. Au revoir tout le monde et Au bonne revoir. action en matière d'égalité pro. On compte sur vous.